le grand œuvre. Je pense qu'avec ce que Alexandre donne ici, vous pouvez réduire pour quelqu'un qui veut accomplir le grand œuvre, l'œuvre solaire, il peut l'accomplir dans 1 an d'études avec les clés qu'Alexandre donne. Car il y a beaucoup de livres sur l'alchimie que même si c'est dévoilé, il y a des choses qu'il faut trouver par nous-mêmes et je pense qu'Alexandre dévoile la majorité de ces choses-là. Du moins, toutes les questions que vous avez en tête, vous pouvez lui poser. Alors, c'est l'endroit où ce que vous pouvez raccourcir le temps, soit en études. En pratique, Alexandre ne peut pas faire vous sauver du temps. Je pense bien que ça va selon chaque individu, la préparation du réceptacle qu'on est tous individuellement. Et puis, selon notre niveau de développement, notre niveau de sensibilité, ainsi que notre niveau d'intention, fait la différence. Alors, nous allons commencer, Alexandre. Je pense que tu aurais peut-être quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit. Voici, je voudrais tout d'abord faire un résumé. Il y en a quelques-uns parmi vous qui déplorent le fait qu'ils n'ont pas assisté aux premières conférences. Je leur ai donné ce sujet. Alors, je devrais résumer et récapituler un peu la somme totale de ce que l'on a dit dans le passé à ce sujet-là. Et à mesure que l'on va poursuivre, vous aurez plus de précisions qui vont s'emboîter sur ce qui a déjà transigé. J'attire d'abord... Est-ce que vous comprenez tous bien? Pas assez fort, n'est-ce pas? Attends un peu, je vais... Ouais. Alors, je parlais la ronde. Courir l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel de sourire. Je peux peut-être t'asseoir, Alexandre? Oui, ça va. Merci. Alors, comme je disais, je vais résumer un peu les grandes lignes et préciser un peu le vocabulaire de l'alchimie. J'attire d'abord votre attention sur ce dispositif que on appelle l'athanor. C'est la matrice dans laquelle va se faire la génération ou la gestation de cette pierre radiante que l'on emploiera pour des fins bienfaisantes pour nous et pour autrui. Alors, cet athanor, étymologiquement, veut dire qui détruit la mort, en considérant comme la pierre que l'on prend dès le début est inerte et morte. Et quand on l'a fait passer à travers la procédure, elle devient vivante. Alors, c'est dans ça que nous allons travailler. Et c'est aussi pour cette raison-là qu'on est allé au lac Georges pour se procurer notre catalysateur céleste, c'est-à-dire le sel nitrique, la rosée de laquelle on retire le sel. Et il y en a qui ont déjà eu un peu de sel, je pense. Moi, j'en ai eu quelques grammes, pas trop, parce que le premier eau qu'on a récolté, c'était plutôt de la pluie. Ce n'est que vers 4 heures du matin, je pense, 3 heures ou 4 heures, qu'on a eu véritablement de belle rosée, parce qu'on a eu de la pluie. Mais tout de même, on aura assez d'eau pour se faire suffisamment de sel pour faire notre travail ici. Bon, alors, on a l'athanor, ça c'est notre dispositif, notre outil de travail. Et les éléments que l'on prend, c'est une pierre, la pierre que je vous ai déjà fait voir, n'est-ce pas? Le cinabre, une pierre qui provient de la terre, qui est ni plus ni moins du sang de la terre, qui est coagulé parce qu'on l'a puisé à la surface de la terre. Et cette pierre-là, après l'avoir pulvérisée, résulte à l'état de poudre fine, on y introduit notre sel nitrique que l'on a pris de l'atmosphère pour éveiller l'énergie latente qu'elle contient. Cette énergie latente, ce sont des photons, des antilumières provenant du soleil et qui ont été emprisonnés dans ce métalloïde qui est la pierre d'élection, notre cinabre. Alors, nous allons travailler sur ça. Et les manuscrits que on va vous laisser peut-être ce soir ou demain, peut-être demain, Jacques, je crois. Hein? Alors, je vais les apporter ici. On va vous en donner chacun un qui va vous donner les résumés de tout le travail à faire. C'est un manuscrit de Raymond Lulle avec les extraits de Basile Valentin ainsi que Bernard Le Trévisan. Ça décrit tout le travail dans toute sa complétion. Alors, avec ça, vous n'aurez qu'à méditer et vous appliquer à faire le travail. Je sais qu'il y en a qui souhaiteraient avoir chacun un athanor pour faire le travail individuellement, mais c'est une ambition qui ne peut pas se réaliser très facilement. Le mien, je l'ai fait il y a déjà quelques années, mais ce n'est pas pour ceux qui veulent pratiquer, tentativement, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un athanor aussi gros que ça. Moi, je travaillais avec 250 grammes, un quart de kilo,
Alors, ceux qui veulent travailler 125 grammes, ou même 70, 72 grammes peuvent le faire. Bon. Alors, ce travail-là, c'est un travail pratique. Ce n'est pas de la théorie. Mais tout en opérant, il faut suivre à la lettre toutes les phases qui sont décrites dans la théorie. C'est pour ça qu'on vous donnera ce manuscrit qui décrit la procédure. Et avec la rosée que vous avez tous, je pense que vous en avez tous conservé une certaine quantité, n'est-ce pas? Hein? En tout cas, il en reste encore quelques 10 ou 12 gallons ici, je crois. Il y en a suffisamment pour les gens qui veulent en obtenir. Bon, alors, moi j'en ai gardé 2 gallons, et je pense qu'il devait en rester une vingtaine de gallons. Alors, au moins une pinte ou trois chopines de rosée vous produira suffisamment de sel pour pouvoir travailler. Et d'abord, on travaille ici afin que vous voyez ce qui doit se passer dans votre opération personnelle. Par contre, Alexandre, comme qu'on sait, notre cueillette a été très diluée par rapport à la pluie. À cause de la pluie. Ce n'est que vers 4 heures, 3 heures ou 4 heures du matin qu'on commence à avoir une belle précipitation. Oui, avant ça, c'était pratiquement de la pluie. À ce moment-là, bon, on était dans l'autobus en train de, oui. manger. Ah oui, on faisait le tour de la montagne. C'est ça. Tu as commencé, je pense, à en faire évaporer de la rosée, oui. N'est-ce pas? J'ai eu quelques grammes seulement. J'ai fait évaporer 2 pintes de rosée. Ça m'a donné l'équivalent de 2 cuillères à soupe. C'est pas très riche. Hein. Mm-hmm. Pour faire tout le travail, pour moi, avec 125 grammes, ça aurait pris 8 onces de sel. Là, ou 150 grammes environ. Ouais. Alors, dans ce domaine-là, les choses ne sont pas toujours telles qu'on souhaiterait. Mais il faut être patient et persévérant. Et si on sait ce que l'on doit faire, et que l'on ne réussit pas dans nos premières tentatives, on dit il manque un élément à nous de découvrir là où il y a eu une carence ou une lacune quelque part. Mais les grandes lignes vous seront données, et s'il y a des anicroches et des pertes de temps, on recommence simplement. Normalement, c'est un travail d'1 an, vous savez. Rien que le travail sans interruption prendra 9 mois. C'est le temps d'une gestation. On l'a dit plusieurs fois. Il s'agit de créer de la vie dans une matière qui est inerte. C'est un embryon solaire que l'on doit créer dans le ballon, et quand on le recrée dans le ballon, la radiance que l'on subira de ce métalloïde-là, qui sera rendu radioactif, agira sur nous-mêmes et éveillera en nous cette force que l'on pourra combiner avec la force naturelle de la pierre pour décupler nos énergies. D'abord, éveiller cette énergie latente en nous et la décupler à mesure que l'on se prévaudra des radiations de cette pierre-là. La pierre, c'est véritablement un catalyseur d'énergie humaine, c'est ça qui nous concerne, aussi bien que l'énergie cosmique. Alors, c'est du radium, tel que les Curie ont découvert. Mais ce radium-là n'a pas des propriétés nocives que l'autre possède. C'est bienfaisant dans tous les domaines, dans le domaine de la thérapeutique. Et le premier effet que vous allez observer, c'est dans votre propre santé, dans votre quotient d'énergie. Quand vous aurez commencé à manipuler la pierre et à en subir l'effet radiant, vous direz, je me sens plus énergique que je l'ai jamais été. Au fait, cette énergie-là existait déjà en vous, mais seulement vous l'avez éveillée en devenant en contact avec la matière radiante que vous aurez produite. C'est véritablement l'adrénaline dans tout le système, et pour éveiller l'énergie qui est déjà en léthargie en vous. C'est l'élan vital qui est logé au bas de l'arbre de vie, et le but, c'est de le distribuer à travers tous les systèmes. Non seulement le système musculaire, le système lymphatique, dans tous les chakras ou dans tous les organes, et être conscient de l'énergie que l'on a, la somme d'énergie que l'on a. Alors, on travaille avec l'énergie. Cette énergie-là, c'est du feu, pas nécessairement de la flamme, mais du feu. Il s'agit d'éveiller ce feu qui est à l'état latent en nous pour en être conscient à tous les moments de notre vie. Alexandre, tu as apporté du cinabre, je pense. Oui. Alors, peut-être qu'on pourrait le faire circuler afin que chaque personne qui assiste au cours puisse... Je l'ai dans le dispositif. Vous le laissez. Merci. 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 Oui. J'avais promis de l'huile christique, hein. Bon. Et j'ai quelques récipients
Et je voudrais tenir ma promesse le plus possible. Alors, ceux qui souhaitent en avoir, j'en aurai suffisamment pour vous en distribuer un peu. Bon. Et la pierre de Sinabre doit être dans l'autre. Y en a-t-il un autre, là? Mario, Mario, mon autre. alors justement, Alexandre a apporté de l'huile christique et puis à la fin, c'est-à-dire au début de la deuxième partie, il va faire des chrysopées. Et tous ceux qui sont ici présents vont avoir une chrysopée. Maintenant, il se pourrait qu'Alexandre en fasse 7 ou 8 à la fin de chaque session ou au début de la session suivante. Il faut lui donner une petite chance de reprendre ses énergies lorsqu'il fait ça. Mais vous allez tous avoir la chrysopée. C'est bien ça, oui. Super. Merci. Et voilà. Et voici. Je vous ai déjà fait voir une pierre il y a quelque temps, et celle-ci est encore plus précieuse parce qu'elle vient directement d'Espagne. C'est véritablement du sang de la terre qui est maintenant coagulé, parce qu'il a été pris à la surface, à peu près 30 pieds sous terre. Alors que dans les veines de la terre, cette pierre-là aurait été un gaz. Et ensuite de ça, elle devient une matière gélatineuse. Et à la surface de la terre, elle durcit. Mais c'est du sang de la terre. Et quand on l'a réduit en gaz, en liquide d'abord, dans notre éthanol, après l'avoir pulvérisé, ensuite de ça en gaz, là, on fait cette huile christique que l'on appelle la chrysopée, toujours provenant de l'huile et de cette pierre-là. Et c'est là qu'il est très bienfaisant de cette chrysopée dont on se sert dans les rites christiques, des rites eucharistiques ou des rites d'extrême-onction ou de baptême pour éveiller les chakras chez le nouveau-né ou chez le mourant. Alors, ces chakras sont des centres d'énergie spirituelle, des tourbillons d'énergie qui sont situés tout le long de notre arbre de vie. Alors, l'effet de cette huile christique, de cette chrysopée, de ce saint crème, comme on l'appelle communément depuis la lignée judéo-chrétienne, a pour effet d'éveiller ces centres endormis ou en léthargie dans notre système. Il y a une place ici en avant, si vous voulez le faire. C'est correct, Alexandre? C'est correct comme ça, oui. Bon. Tu peux te réasseoir. Est-ce que tu n'as apporté aussi pulvérisé en poudre? Non. Non. Non, Oui? je crois pas. Il y en a peut-être un petit... Oui, il y a quelqu'un qui en a ici. Alors, si ça ne te dérange pas, on va la faire circuler de façon à ce que les gens puissent voir qu'est-ce que c'est que ça a l'air un coup qui s'est pulvérisé. Bon, voici, oui. C'est exactement ça. Bon. D'abord le broyer, ensuite se pulvériser au creuseur, oui, avec un pilon, oui. Alors, cette pierre-là, comme j'ai dit, c'est un métalloïde, et quand on y a introduit ce sel christique, qui consiste ni plus moins en des photons d'énergie solaire, là, elle devient radiante, et elle éveille l'énergie qui est dans notre pierre. Alors, c'est un processus qui a l'air mystérieux, mais c'est pas plus mystérieux que ce que l'on fait dans des réacteurs atomiques. Les réacteurs atomiques ont pour but de briser le noyau de la matière et faire jaillir les électrons qui en sortent. Alors, il ne s'agit pas de faire des explosions tout autour de nous, il s'agit de faire des implosions dans notre propre système. Et l'effet de cette absorption par irradiation sera tout simplement d'éveiller ces centres d'énergie, ces chakras, ces tourbillons de matière spirituelle qui résident en nous à l'état latent. Ceux avec lesquels la plupart des gens sont familiers, c'est l'énergie qui s'éveille en nous à l'âge de puberté. On sait qu'il y a des jaillissements, n'est-ce pas? Alors, mais il y en a 7 tourbillons d'énergie comme ça, distribués tout le long de l'arbre de vie. Et c'est à mesure que l'on poursuit, alors c'est à mesure que l'on poursuit notre travail sur soi, que l'on réalise qu'il s'agit d'éveiller ces énergies latentes qui, chez la plupart des gens, demeurent toujours en léthargie. Alors, c'est un travail sérieux, c'est un travail de toute une vie parce qu'on va en subir l'effet durant toute notre vie. Et durant la période de gestation, cette période de croissance,
Alors, on va voir que ce n'est pas quelque chose de fictif qui se passe en nous, c'est véritablement une gestation, une naissance intérieure, une deuxième naissance. Éveiller ce centre christique ou ce centre spirituel dont nous sommes tous plus ou moins conscients. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui s'attendent à faire des Legos d'or, puis à envahir le marché, payer les derniers paiements sur char, etc., comme je me disait, Monsieur Lachance, transmets-moi donc ça. Ma pas une bouteille de mercure, ça fera tellement mon affaire. Pas paiement sur char, puis tout ça. On se mettra 50-50. Ah. Mais avant ça, il m'avait dit, comment ça fait ça, votre gamique? C'est pas une gamique, mon homme, c'est une science multimillénaire. J'ai rien compris, mais c'est belle fun, c'est belle fun. Alors, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps, c'est une vocation à laquelle on se voue, afin d'éveiller ce qui est en léthargie en nous. Et il y a autant de différences entre l'avant et l'après qu'il peut y avoir entre la période prénatale, embryonnaire, et la période qui suit la naissance. C'est véritablement une deuxième naissance, la naissance de l'entité christique en nous. Alors, Christos et Christos, ça veut tout dire la même chose. L'élément solaire dont nous sommes tous détenteurs. J'ai souvent répété que l'homme est une parcelle d'énergie solaire. Et que puisqu'il a un plexus solaire, dont la fonction est d'éveiller ou de capter l'énergie solaire provenant de notre centre de vie et de la distribuer à travers tout le système, alors l'homme devient véritablement soléifié. On emploie le terme christifié, parce qu'on emploie Christ dans le sens d'énergie solaire, entité solaire. Alors, on joue avec l'énergie solaire et on l'applique sur soi afin d'éveiller notre centre solaire et le centre christique, ce troisième œil, comme on l'appelle parfois, afin de se prévaloir de tous nos centres d'énergie. Et les centres les plus efficaces sont encore situés dans le cerveau, entre les deux yeux, le troisième œil et à la fontanelle, l'exemple pituitaire. Alors, on travaille sur le soin intérieur afin de devenir vraiment éveillé à notre véritable nature. C'est de ça qu'il s'agit. La procédure, on pourrait la synthétiser dans quelques mots. On pourra en parler pendant plusieurs heures aussi. Il s'agit de se prévaloir d'un feu qui vient du soleil, qui vient du ciel. C'est pour ça qu'on nous sommes allés à un endroit propice pour recueillir cette rosée. Tant bien que mal, on a eu suffisamment tout de même pour procéder. Alors, ce feu du soleil, on l'a eu dans le nitre atmosphérique, dans la rosée, et notre pierre, ce sont les deux éléments qui sont en contestation. Le feu du ciel et le feu de la terre. Le feu de la pierre ou le feu de l'atmosphère. Et les deux, liés ensemble, créent une gestation. Pas que deux spermes, masculins et féminins. Deux germes. Alors là, dans le ballon, on a véritablement une gestation qui se poursuit. Et je dis gestation parce que ça dure exactement 9 mois de travail. À partir du tout début de l'opération, aller jusqu'à la complétion, c'est 9 mois ou 282 jours de travail qui doit se poursuivre. Pareil comme la naissance d'un embryon quelconque. Alors, c'est une aventure, hein? Il y a tout un cheminement à faire. Et on peut le voir, le constater, ceux qui ont les moyens de s'y vouer incessamment, qui ont les facilités, puis qui ont les opportunités temporelles, de temps, alors ils peuvent s'y vouer. Il y en a 2 ou 3 qui ont commencé à le faire. Et ils réussissent. Jusqu'à date, il n'y a pas eu de trop d'anicroche. Alexandre, tu mentionnais tantôt que la pierre, donc que tu es propriétaire, là, qu'on a passé parmi les gens ici, provenait de l'Espagne. Oui. Est-ce que il y a une raison particulière pour laquelle elle vient de l'Espagne? Oui, l'Espagne sont des terres de feu, hein, des terres ardentes dans les Pyrénées, hein, pire feu, des terres de feu. Les Pyrénées sont des terres de feu. Hein. Ah, c'est dans la banlieue de Madrid, à Mérida, je pense, hein, qui a été trouvé. Ça vient par le biais de Camille Coudary, chez Madame White. Hein. Alors, ce sont des terres de feu, véritablement, des terres volcaniques, dont la surface, la couche de surface contient encore de ces pierres de feu qui sont coagulées. Ce sont véritablement des pierres de feu. Plus justification encore que les pierres que vous avez dans votre briquet. C'est que la pierre que vous avez dans votre briquet, dès que vous l'irritez, avec une rondelle de métal, jaillit une étincelle. Et cette pierre-là, ce cinabre, contient des millions et des millions d'étincelles endormies. Et au lieu de l'irriter avec une friction, on l'irrite avec un catalyseur provenant du ciel.
Alors, c'est la même chose. Vous produisez des millions d'étincelles de feu dans votre ballon ici. Et au lieu de faire des explosions à côté d'un liquide, vous faites l'implosion dans le ballon. Et quand vous avez fait l'implosion, vous recueillez l'huile dans la dernière opération qui sort par la dernière tubulation. Là, vous l'exposez au soleil pour la rendre véritablement radioactive ou ardente. Alors, cette huile-là, qui est ardente, c'est la même chose que l'on donne, ou ça devrait être la même chose qu'on donne dans les sacrements d'extrême onction ou de baptême, etc. C'est la chrysopée, ou le 5e, comme on l'appelait autrefois. Bon, cette huile-là est donc radioactive parce qu'elle contient de l'énergie solaire. Et votre but sera de vous en procurer une quantité que vous porterez toujours, que vous aurez toujours à votre disposition, soit pour vous-même ou pour les autres. Vous pouvez faire des choses étonnantes avec cette huile-là. Vous l'imposez sur les articulations, sur les vertèbres, ou au centre endocrinien, le pituitaire, la pinéale et toutes les autres glandes de l'arbre de vie, et ça stimule la vie. Alors ça, c'est le but immédiat de l'alchimie. Mais si vous pensez dire on va se faire une belle grosse médaille d'or, puis on va exhiber ça, non. On l'a fait une couple de fois, on l'a regretté. Parce que les gens, surtout les commerçants d'or, en voulaient du métal. Ils en voulaient. On en veut, nous autres. Alors, autrefois, quand on avait affaire aux souffleurs, des gens qui fabriquaient de l'or, comme ça, qui mélangeaient avec le métal du pays. J'avais envahi le pays, en Angleterre, en Espagne, et aussi en Hollande, avec de l'or alchimique. Alors, je faisais énormément de tort au marché, c'est-à-dire à l'économie du pays. Alors, le but n'est pas de faire de l'or. Le but, c'est d'éveiller votre aura, d'orifier votre système en vous prévalant de toute l'énergie que vous puisez continuellement par le biais de votre respiration ou du soleil. Alors, c'est de l'or de votre aura que vous devez éveiller. Et ça, c'est plus précieux que faire de l'or monnayable, infiniment plus précieux. Alexandre, on a une question ici. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un processus de purification nécessaire avant il n'y a pas un danger là, Le danger, c'est-à-dire de devenir trop chargé d'énergie survolté? C'est un amplificateur, donc ça amplifie ce que vous avez à l'intérieur. Oui. Par exemple, si on allait donner... Ça peut vous détruire aussi. Voici, si on allait donner cet élixir-là à un jeune homme au tout début de son âge de puberté, il deviendrait, ça fera ni plus ni moins, un satyre, n'est-ce pas? Parce que son énergie, soudainement éveillée, se localiserait dans le bas de l'arbre de vie. Alors, ce sera insupportable, cette énergie-là. Mais quand on atteint un certain âge, qu'on commence à être un peu plus raisonnable, rationnel, alors l'énergie se distribue à travers tout le système. C'est la même énergie. Au lieu d'être érotisé, vous devenez amorisé, tout simplement. Et cette ardeur de vie est distribuée à travers tout votre système. Alors, c'est le premier danger, ça. C'est sur le plan vital. Quant au plan social ou spirituel, ça peut mener à la folie. Dans le sens qu'on se sent tellement survolté d'énergie qu'on ne sait pas quoi en faire. Ça peut créer de la schizophrénie, des états comme ça. Alors, faut être prudent. Alors, quand vous mentionnez qu'il faut être épuré, c'est-à-dire que comprendre la nature de cette énergie-là, qui est universelle, et on peut n'en accepter que ce que l'on peut supporter de cette énergie-là. Ah, alors, oui. Oui, il deviendra tellement hyperactif, Oh oui, il faut faire attention, oui. Alors, jamais d'imbibition, ou même d'inhalation aux enfants. On peut faire des applications, mais pas d'inhalation, ni d'imbibition, surtout. Parfois, dans certains cas, on peut donner une gouttelette, je devrais dire, de cette huile, christique, dans un verre de bouillon, quelque chose comme ça, et c'est pour créer une sudation, faire transpirer une personne, pour lui faire éjecter tout ce qu'elle aura absorbé de terrestrité ou d'impureté au cours de sa vie. Mais c'est dangereux ça aussi. Ça peut créer une fièvre artificielle. Ça crée d'abord une fièvre artificielle. Et à la suite d'une fièvre artificielle, il y a toujours une période de refroidissement. C'est dangereux. Et comme la vie, c'est qu'on se maintient entre un certain degré, une certaine température, et une autre, alors si on dépasse l'un ou l'autre, alors c'est dangereux. Alors, aux enfants, non, ils ne peuvent pas supporter plus de vie qu'ils sont en moyen de faire. C'est rien que vers l'âge de 15, 16 ou 17 ans qu'un adolescent peut supporter une énergie soudaine. Et
que cette énergie-là soit distribuée à travers tout son système, c'est préférable que de l'avoir rien que dans la zone de base astrale. Hein. On joue avec l'énergie solaire. Il nous en faut suffisamment pour être en vie, pour maintenir notre organisme en parfaite santé, mais une surabondance de cette énergie-là, ça serait créer une espèce de démence. Il y en a des gens comme ça, il y en a toujours eu dans certaines périodes de l'année, du mois, je devrais dire, des gens qui ont fait ça par imprudence devenaient pratiquement déments durant cette période de pleine lune. Hein. Alors, c'est une énergie solaire qu'il faut absorber avec discrétion. Est-ce que la condition du corps physique joue un rôle important à ce moment-là, Alexandre? Oui. Et inversement, le travail du magistère exerce une influence bienfaisante sur la condition du corps physique aussi. Au tout début, un homme peut être un peu affaibli, sentir qu'il ne peut pas supporter cette énergie-là. Mais graduellement, à mesure qu'il l'assimile, il réalise qu'il est infiniment plus capable de supporter cette énergie-là. Ouais. Oui, il faut être assez bien affermi. Une personne malade tombera en état d'épilepsie. Hein. L'épilepsie, c'est une décharge soudaine d'énergie que le système nerveux ne peut pas subir. Hein. Alors, quand une personne était suffisamment affermie pour supporter une décharge, une libération d'énergie soudaine, alors il n'y a pas de danger là. Ce sont des cas plutôt extrêmes. Alors, il serait peut-être recommandé de surveiller son alimentation. Oh, définitivement, oui. Éviter trop de stimulants, hein, des stimulants toxiques, l'alcool, etc., qui contribueraient à créer un métabolisme outrancier. Oui, il faut surveiller son alimentation, et c'est là que la période d'épuration sur le plan physiologique entre en jeu. Et ensuite de ça, si vous êtes 100%, pas considérer ça comme simplement un passe-temps. Parce que de jour en jour, le travail devient cumulatif, vous absorbe de plus en plus, et vous dites ça, c'est ce qui est plus important dans mon cheminement d'ici à ce que j'ai complété le travail. Je vous le répète, le travail dure 9 mois, toute une période de gestation. Et pendant ces 9 mois-là, autant que possible, cherchez la séclusion, c'est-à-dire l'isolement, pour ne pas être distrait de jour en jour si vous êtes 100%. Alors, quand vous retenez, vous profitez de ces moyens-là, vous ne pouvez pas faire autrement que de réussir. On a une autre question ici, Alexandre? Oui. Hey Alex, Oui. Dans plusieurs semaines, tu devras parler de l'herbe sans racine. Sans racine. Ah oui, c'est une moisissure, n'est-ce pas? C'est une petite moisissure, exactement, qui est à la surface de la tête du corbeau. Après les 40 jours de la putréfaction de la matière pulvérisée devient noire. Puis là, il sent une petite moisissure. On l'appelle de l'herbe sans racine. Parce que si vous soufflez dessus, ou ben, avec un souffleur, vous voyez une petite tige qui sort, mais c'est véritablement de l'herbe miniature. Ça, c'est l'herbe sans racine. Ça suit la tête du corbeau. La tête du corbeau, c'est noir, l'œuvre noire, le tout début de la préparation. La matière est rouge quand on la sort du mortier, on la met dans ça, puis graduellement, au bout de 40 ou 42 jours, elle devient noire. Puis c'est là que vient l'herbe sans racine. Ouais. Au-dessus de cette herbe sans racine-là pousse une huile. Cette huile-là, c'est la quintessence que vous enlevez en décantant, s'il y en a pas mal, ou avec une plume d'oie, une plume quelconque, s'il y en a juste quelques gouttes. Alors, cette huile-là, c'est véritablement la quintessence. On l'appelle l'huile de Saturne, parfois aussi. Ouais. Alors, l'herbe sans racine, c'est la petite moisissure qui surnage le compost, après qu'il commence à devenir noir. Alors, au bout de 40 jours, on voit tout de suite ça, la matière devenir noire. On l'appelle communément l'œuvre noire. Après ça, ça passe par toutes les couleurs pour atteindre la rudification ou le rouge parfait. Ça passe du gris, ça va devenir blanc, orangé, et finalement, ça va rudifier et devenir rouge. Ouais. Ce sont toutes les couleurs du spectre solaire. Quand ça atteint le rouge ou un violet très foncé, dans lequel le rouge prédomine, la force qu'on appelle la queue du pan, hein. Vous avez toutes les iridescences d'une queue de pan avec le violet qui est au centre. Mm-hmm. Alors là, ça porte de l'herbe sans racine. Ça va le enlever. Maintenant, là, il y aura à nos choses le sel de la cendre de chêne, là. Oui. Est-ce que c'est quand qu'on prend la cendre de chêne, puis on prend la chaux-vive, autant une livre. Exactement. Puis avec de l'eau bouillante, stérilisée. Bouillante, pas nécessairement stérilisée, ça n'a pas d'importance. Est-ce qu'on laisse reposer 24 heures ou 48 heures? Parce que basé Valentin, il me semble qu'il en parle de ça. Il en parle, oui. Il y a une procédure. La laisser reposer, oui. Moi, je préfère tout de suite l'ajouter, puis faire passer même l'eau 2 ou 3 fois,
en dedans d'une heure. 2 ou 3 fois en dedans d'une heure. C'est l'équivalent de le laisser toute une nuit. Oui. Bon, Ventin, Bernard de Trévisan, par exemple, recommande cette méthode-là, et Nicolas Flamel recommande cette méthode-là aussi, ainsi que le pape Jean XXII, de passer l'eau à travers votre tamis 2 ou 3 fois. Alors là, vous avez le maximum de sel. Ouais. Parce que ce qui est précieux dans l'ensemble de chêne, ce sont les calories qu'elle contient. Et ce sel-là, c'est notre agent primordial. Alors, toutes les méthodes sont bonnes, d'abord que vous atteignez le résultat désiré. Est-ce qu'on fait la même chose que pour le sel christique? Est-ce qu'on le met au four pour le faire évaporer ou dans un bain-marie avant pour ramasser la candescence et le concentrer? Ben, ce qui est de plus efficace, ça a toujours été de travailler de jour en jour. Mettre une petite quantité, pas plus disons, un demi-pouce d'épais dans votre Pyrex. Vous prenez un Pyrex de verre, mettez un demi-pouce, vous allumez votre four, je fais 250 à 300 degrés, et votre eau qui est déjà, votre rosée qui est déjà dans le Pyrex, vous l'avez toute prête. Et vous ouvrez votre four, puis vous mettez l'eau dedans. Vous le fermez immédiatement, et vous fermez le feu aussi. Et pour le reste de la nuit, ou peut-être 2 ou 3 heures, là, cette rosée-là va s'évaporer. Et quand vous voyez qu'il n'y en a plus de rosée, là, vous la ramassez. Et vous recommencez comme ça, tant que vous n'avez pas passé toute votre rosée. Si au bout d'une nuit complète, il nous reste encore un peu d'eau, là, est-ce qu'il manque de chaleur dans le fourneau? Mon fourneau est froid. Oui, justement. Oui. Est-ce qu'on peut laisser le fourneau à 50 degrés ou 25 degrés? Oui, mais là, vous devez sortir votre rosée du fourneau. On sort. Vous la sortez. Vous chauffez de nouveau votre four. Okay. Vous l'éteignez. Vous introduisez votre rosée dedans. Dans mon plat de Pyrex, là, c'est cuit, dans le fond, c'est jaune. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour l'exposer au soleil pour avoir l'électricité qui monte à la surface, une énergie, quelque chose? Oui. Ou bien si on le gratte? Vous faites le gratter, mais ça peut coller, hein? Ça colle au fond. Ah ben alors, rajoutez encore de rosée dedans. On arrête d'arroser, ça fait rajouter de la rosée, oui. Okay. Faut pas dépasser le but. Si l'eau est évaporée, c'est suffisant. Le volcaille votre sel. Si vous laissez trop longtemps, ben ça va coller, ça va faire une espèce de gomme. On rajoute de la rosée, puis on fait un concentré. Justement. Ah ben ça fait un bon gros concentré. Oh, correct. Là, je suis content. Bon, alors. Ça fait d'avoir manqué beaucoup. Non. Parfait, ça. Maintenant, Alexandre, est-ce qu'il est important que ceci soit fait à la noirceur? Oui, c'est pour ça qu'on recommande. Non seulement on recommande, mais on insiste à ce que le four soit éteint. Il n'y a pas de lumière dans le four. Il y a de la chaleur, mais pas de lumière. C'est pour ça qu'on fait ça vite. Votre eau est tout prête dans le bassin, dans le Pyrex. Vous ouvrez votre four, mettez ça là, vous éteignez le four, vous le fermez, vous attendez 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il faudrait aussi boucher la petite fenêtre de la cuisinière. Surtout s'il y avait des lumières à l'extérieur, justement, oui. Bon, ça, c'est la première opération, la production de notre sel. Non. Et la matière, ça, va falloir vous en procurer la matière, j'en ai pas mal. Vous en aurez tous une partie. Ouais. Est-ce que... Le cinable, comme on dit. Le cinable, oui. Bien, justement, on a ici des endroits où on peut s'en procurer. S'il y en a qui désirent s'en procurer, on peut vous remettre le numéro de téléphone de la personne qui pourrait diriger l'individu en Camille, il y en a eu plusieurs kilos, je pense, hein? Oui. Oui, plusieurs kilos. Il y en avait encore le mois passé avant. Oui, hein? Oui. Bon, très bien. Alors, on a deux antagonistes, non, deux protagonistes, là. Le sel céleste, la rosée, et le sel terrestre, qui provient de notre matière. Et ces deux sels-là, c'est le mariage du ciel et de la terre. On peut l'appeler comme ça, plusieurs emploient ce terme-là. Le mariage du ciel et de la terre. Le feu du ciel et le feu tellurique, le feu de la terre. Et ces deux feux-là créent la vie. Parce que nous sommes bipolaires. Nous avons la nature terrestre et la nature céleste en nous. Et si on veut augmenter, intensifier cette vie-là, il faut intensifier les deux simultanément. Alors, c'est sur ça qu'on va travailler. En mettant plus d'énergie céleste dans notre système que d'énergie terrestre. Alors, notre élixir va produire exactement ça. Éveiller cette énergie latente, qui sont dans nos chakras, dans nos centres endocriniens, afin que l'on devienne plus conscient de ce que l'on a en dedans de notre corps que de notre corps soi-même, lui-même. Alors, je pense que à bâton rompu, je vais donner la procédure. Il s'agira simplement de la mettre en application. Et ceux qui, parmi vous, avons recueilli un peu de sel, amenez-le demain. On a une autre question ici, Alexandre? Oui.
voudrais savoir si l'utilisation d'un four micro-ondes, par exemple, pour empêcher qu'il y ait de la lumière, Oui. est acceptable ou si ça ne l'est pas. Franchement, je suis perplexe parce que j'ai jamais travaillé de cette façon-là. J'ai jamais travaillé. J'aurais tendance à croire que c'est trop rapide. Ouais, c'est une nouvelle technologie. Hein? Oui, mais j'en connais rien. Franchement, j'en connais rien. Ouais. Oui, c'est une nouvelle technologie, mais je pense que ça serait trop rapide. Ça aurait tendance à brûler votre sel. Il faut que ça se fasse lentement. Le processus se fait lentement. Ça serait peut-être quelque chose à essayer, par exemple. Oui, sur une quantité limitée. Ouais. Ça serait efficace, il n'y a pas d'erreur. C'est fascinant. Maintenant, on peut diminuer la puissance et l'avoir de façon lente. Ah ben oui. Sauf qu'on est à la noirceur, avec production d'énergie. Oui, ben c'est ça, c'est le but d'atteindre. Production d'énergie et éviter la lumière. Un four micro-ondes, oui, il y en a plusieurs. Est-ce que vous avez un four micro-ondes chez vous? Moi, j'en ai pas, mais des gens qui Parce que si quelqu'un en a un, on pourrait lui remettre de la rosée tantôt, c'est-à-dire lors de la fin du cours d'aujourd'hui, puis il pourrait peut-être l'essayer, puis nous le rapporter demain. Oui, on a quelqu'un ici qui en a un? Ah bon. Alors, mais si quelqu'un va chez lui ce soir, oui. OK, on a trouvé un. Ah bon? Alors, on va l'essayer, Alexandre, et puis on va voir ce que la nouvelle technologie rosée, alchimique on peut verra donner. le résultat. Alors, voyez-vous, ça a l'air compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas. Il s'agit d'extraire le sel de notre rosée et d'extraire le sel de notre pierre. Et quand on a ces deux sels-là, et à l'aide de notre athénor, ben, on va faire le mariage de ces deux sels-là. Sel terrestre, sel tellurique, et le sel céleste, qui est le sel solaire. Bon. Alors, cette énergie que l'on aura produite sous forme de cristaux, la pierre, proprement dite, la poudre de projection, on l'appelle parfois comme ça, ça sera le résultat de 9 mois de travail. Ouais. Maintenant, à l'intérieur de ces 9 mois de travail, Alexandre, certains ont prétendu qu'il y avait 7 phases dans l'œuvre alchimique. Oui. Est-ce que tu peux les énumérer par ordre numérique? D'abord, il y a la séparation des constituants par la décantation de l'huile, la décantation de celle qui surnage le compo. Ensuite de ça, il y a la précipitation. Ensuite de ça, une projection de lait vierge. Le lait vierge, c'est quelque chose d'énigmatique aussi. Pour l'expliquer, il faut le voir se produire. Quand on a sorti notre quintessence, on peut l'exposer à la lune et ça fait une substance que l'on appelle du lac Oyer ou du lac Virgis, du lait vierge. Alors, ce lait vierge-là, on l'emploie dans la deuxième opération, l'avant-dernière opération, la sixième, c'est la précipitation. Alors là, ce lait vierge-là met de la vie, les pigments dans votre pierre, et elle croît en quantité et en puissance aussi. Et on l'expose simplement à la lune, ça suffit. Et ça devient coagulé, pareil comme du la magnésie, par exemple, oui, ou du lac Oyer, et on l'ajoute sur la pierre, et la pierre, en partant de là, pendant un autre 40 jours, les derniers 40 jours, devient rubifiée, devient rouge. Et là, elle est ardente et radiante, au point qu'elle nous affecte les yeux. Même si on la regarde trop longtemps, on sent un scintillement. Alors là, on fait la dernière phase, c'est la projection. Projeter ça sur une matière quelconque. Dans le domaine de la métallurgie, ça va épurer un métal. Sur le plomb, ça va l'épurer, ça va lui enlever sa lèpre. On dit habituellement que du plomb, c'est de l'or lépreux. Et le plomb en fusion, vous mettez cette pierre rubifiée, et immédiatement, on va jeter, exuder toutes ces impuretés. Et si vous mettez cette huile-là dans un terreau ordinaire, ça va faire croître en dedans de quelques heures, ce qui normalement prendra des fois des semaines. Alors, les deux exemples que l'on a employés, c'est la poire avocat. Le noyau de la poire avocat, c'est très dur. Ça prend seulement 2 semaines, 3 semaines avant de germiner dans la terre. Et la noix de date aussi. Et on met une noix de date, une poire avocat dans la terre, et quelques gouttes de quintessence, et en dedans de 24 heures, il va sortir une tige. Et dans le rein minéral, c'est plus rapide. Peut-être que 20-30 minutes pour faire exuder les impuretés du minéral. Mais dans le règne végétal, ça accélère toutes les croissances. Multiplie. Est-ce qu'on pourrait dire, Alexandre, que la quintessence a un taux vibratoire très élevé pour produire cet effet-là? C'est exactement ce qui justifie son effet. Elle vibre au maximum de rendement. Et le travail d'alchimie consiste à accélérer le mode vibratoire de tous les éléments dans lesquels vous l'introduisez. C'est exactement ce que ça fait.
fait la différence entre la matière grossière, tangible, pondereuse, et la matière subtile, c'est son taux vibratoire, ni plus ni moins. Alors, quand vous avez accéléré le mode vibratoire, vous avez accéléré la vie aussi. Accéléré puis intensifié la vie. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en l'appliquant sur le minéral, en augmentant le taux vibratoire du minéral, de cette façon-là, on augmente aussi notre propre taux vibratoire? On pourrait dire ça, oui. On pourrait dire ça. Quoique déjà, on vibre déjà par le fait que l'on manipule de matière vibrante, la matière radiante. Il y a un instrument qui a été inventé par le docteur Baraduc, ça s'appelle le biomètre. Alors, le biomètre du docteur Baraduc a pour fonction de révéler quel est le taux vibratoire de certaines substances. Alors, on constate, dès le début, que quand une matière quelconque a subi l'effet de la pierre ou de la poudre de projection, son mode vibratoire a été accéléré puis intensifié. Alors, le biomètre, je ne sais pas si ça se vend, mais autrefois, ça se fabriquait. On avait ça dans certains laboratoires. J'ai pas vu ça depuis bien longtemps. Alors, c'était inventé par le docteur Baraduc. Peut-être qu'on aura ça dans les départements de chimie. Ouais. Alors, le travail de chimie consiste, comme tu viens de préciser, à accentuer, à accélérer le mode vibratoire des substances afin de produire plus de vie qu'elles n'en contiennent normalement. On a dit il y a quelque temps que ce qui fait la différence entre la matière et l'esprit, c'est qu'il y a plus d'esprit de coagulé que de matière qui est subtilisée, qui est sublimée. Parce que c'est toute la même chose. C'est toujours la même chose. Les deux pôles opposés d'une substance unique, qu'on appelle, de meilleurs termes, théon, ou le mouvement universel, un mouvement lent, matériel, un mouvement rapide, spirituel. Je pense que tu as un très bon exemple pour expliquer cela lorsque tu parles de la glace, la vapeur et l'eau, ainsi de suite. Justement, il y a les mêmes éléments dans un bloc de glace qu'il y aura dans un nuage, n'est-ce pas? Mais seulement dans un nuage, les particules, les molécules sont distanciées, il y a moins d'affinité moléculaire entre chacune. Alors, ils occupent tout l'espace qu'on leur donne. Dans l'eau, c'est labial, c'est-à-dire l'eau occupe un espace plan, tandis que de la glace, tout l'espace des trois dimensions. Mais ce sont de l'oxygène, l'hydrogène et d'autres gaz, parfois ça peut contenir. Mais c'est la même chose. Alors, matière et esprit sont identiques, excepté que ce sont les deux pôles opposés d'une seule et unique substance. Le mouvement, c'est théon, donc on a fait théos, etc. Alors, on joue avec la vie grossière ou la vie subtile. Et le but, c'est de subtiliser notre organisme, notre être-té, pour devenir plus spirituel que matériel, tout en restant les pieds à terre. C'est important. Matérialiser l'esprit et spiritualiser la matière. Oui, c'est ça. L'axiome de base de l'alchimie, c'est sauver coagula. Deux intéressés. Sauver, c'est dissoudre de matière, la rendre nébuleuse, et la coaguler, la rendre pondérable, palpable et manipulable. Est-ce qu'on pourrait dire que lorsque Jésus s'est fait un corps de lumière, que le Nazaréen avait à ce moment-là atteint le summum de matérialiser la spiritualité et spiritualiser la matière? Ça, c'est la maîtrise. Ça, c'est ce qu'on appelle le but ultime de tout ascèse, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de nos éléments. On a le même sens de réalité à l'état de rêve qu'à l'état d'éveil, n'est-ce pas? Hein? Et cependant, ce sens de réalité est tellement tangible, probant, que l'on peut constater, même à l'état de veille, les effets des expériences qu'on aurait éprouvées durant le rêve. Plusieurs ont constaté ça. Au cours de 20 ans passés, j'ai interviewé des gens qui se plaignaient d'avoir subi des blessures en rêve, ayant manifesté des effets à l'état de veille. Je faisais des baptêmes en série, comme au début de la guerre, on faisait des mariages en série. Hein? Et j'ai vu ça, c'était à Sussex, dans le Nouveau-Brunswick. Il y avait un prêtre qui était vraiment un sacerdote, un manipulateur de feu. Hein?
C'est ça que le mot veut dire, hein, un prêtre, un sacerdotaire, hein. Alors, il disait, laisse-moi prendre haleine un peu. Parce que l'imposition qu'il faisait, c'était pas rien. Oh, bonjour, 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 bonjour. Il y mettait vraiment son énergie. C'était un homme vraiment manipulateur du feu. Puis il en faisait 7 ou 8 comme ça. Puis ça, je vais prendre haleine un peu. Puis c'est exactement ce qui caractérise l'imposition des sacrements, des huiles sacrales, hein, des huiles qui éveillent l'énergie sacrale. Alors, c'est ça que l'élément que l'on ne soupçonne pas, la communication d'énergie. Et l'huile solaire, l'huile classique, est le meilleur véhicule pour ça. Alors, on va commencer par ici, et puis, après que vous avez eu l'application, faut pas enlever l'huile, puis faut pas vous frotter les doigts. C'est important. On va vous remettre une napkin, et puis à la fin du 45 minutes, là, vous pourrez l'essuyer. OK? Vers la lumière, voulez-vous? Non. Bon, très bien. En recommandation, pour mettre les mains là, pour vous mettre dans les yeux. Coup de gueule. Vous mangez vos verres, tout ça, c'est bien. Oh, excusez. Non, pardon. Oui, oui, on ça. Hein? Good.
continuera tantôt. Ça va? Maintenant, suite à cette chrysopée-là, cette imposition d'huile-là, je recommande ce soir, dès ce soir, de faire cet exercice que j'ai déjà décrit, de vous déboucher les foramines des oreilles, hein, afin que cette glande-là soit de nouveau stimulée. Le pouce et l'index sur les deux narines, et souffler de manière à ce que les deux tambours de vos oreilles se dilatent véritablement. Hein? Les sentiers battent un peu. Hein? Et ensuite de ça, la bouche fermée, vous portez la langue au palais, afin que vous sentiez que la respiration passe par là et vient ici. Et là, vous regardez les yeux fermés à ce point central, à l'œil christique, à l'œil pinéal, au troisième œil ici. Là, vous allez sentir votre champ magnétique. Vous allez sentir d'abord votre cœur battre ici. La pulsion cardiaque va se répercuter ici. Et vous allez sentir votre champ magnétique faire ça. Votre aura. Vraiment conscient de ça. Ça, c'est important. Et de là, la pulsion va se porter à la pituitaire ici. Puis vous êtes véritablement conscient qu'autour de votre tête, il y a quelque chose, une auréole, hein, vous ne la voyez pas. Vous pourriez la voir dans certaines conditions. Si vous vous mettez en face d'un miroir, en noirceur, avec juste une chandelle en arrière de vous, puis vous regardez sans polariser, c'est-à-dire sans regarder un point quelconque, vous regardez comme dans le vide. Là, vous avez votre visage, votre torse va s'estomper, et vous allez voir votre champ magnétique. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans ça? On va dire, c'est ma carcasse. Hein? Bon. Alors, dans ces conditions-là, vous pourrez voir le fait que cette champ magnétique aura, dès qu'il aura été stimulé. Parce que c'est l'effet ça. Parce que votre aura est attachée ici au centre christique. Alors, faites ça souvent, puis de dire, il y a quelque chose là qu'on ne soupçonnait pas. Puis ce quelque chose-là, c'est très important. C'est votre aura. C'est l'or de votre être. Bon, demain, je pense que Jacques pourra copier ces choses. Cet après-midi, ça va être, sur la fin de l'après-midi, ça va être disponible. Bon, Micheline a été les porter tantôt, pardon? Dans une heure, on va les avoir. Bon, très bien. Alors, on va vous remettre un texte que Alexandre a choisi. Oui. Et puis. Il est énigmatique au tout début. C'est écrit par un adepte de Junta en Inde. Et ça donne tout le cheminement d'un adepte du 15e siècle, Bernard de Trèves, Bernard de Trévisan, qui a passé toute sa vie à faire le magistère. Et il se base la description du Grand œuvre sur l'évangile, pas l'évangile, mais l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, il cite les 19, 21 et 22e chapitres de l'Apocalypse qui décrivent exactement les temps, les époques et les quantités qu'il faut employer dans la poursuite du magistère. Alors, il est très important. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 traités d'alchimie dans la Bible. La Genèse, l'Apocalypse et le Cantique des Cantiques, ou ce qui est entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, ça c'est l'héritage que l'on a de notre lignée judéo-chrétienne, qui sont véritablement des textes alchimiques. Et celui de Saint Jean, il est très précieux. Et ce texte de Bernard de Trévisan, vous donne tout le cheminement que cet homme-là a fait. Alors, lisez-le attentivement. Au tout début, il y a de l'air énigmatique, mais à mesure que nous poursuivons le travail ici, tout va se révéler, va dire c'est exactement en accord avec l'enseignement. Tantôt, Alexandre, quelqu'un m'a demandé si tu pouvais répéter les 7 phases en les numérotant, phase numéro 1, phase numéro 2, ainsi de suite. Voici, d'abord, il y en a un qu'on appelle la pré-préparation. C'est ce que l'on a fait au lac Georges, n'est-ce pas? En ayant cueillir l'énergie céleste, les photons solaires, réfléchis par la Lune. Ça, c'est la pré-préparation. La préparation, proprement dit, consiste à avoir tout notre paraphernalia à notre disposition. La ténor, avec ce qu'il doit contenir. Bon. Ensuite, ça. Là, il s'agit, la troisième préparation qu'on appelle la fabrication, proprement dit, de mettre notre métal, notre métalloïde pulvérisé dans le ballon central, et avec le sel, et y communiquer notre énergie afin que l'huile sorte par la dernière tubulation. Ça, c'est la fabrication proprement dite. Bon, il y a donc les 3 phases. 2 préliminaires, puis une qui est le commencement du magistère proprement dit.
Ensuite de ça, c'est les différentes phases du magistère. J'ajoute la tête du corbeau, que la matière qui était d'abord rouge, n'est pas devenue noire. C'est la putréfaction. Et de la putréfaction naît la vie, n'est-ce pas? Alors là, on a cette chose énigmatique que l'on a appelée tout à l'heure l'herbe sans racine. Alors, c'est une moisissure. Putréfaction produit la moisissure. Alors, ça, c'est la quatrième phase. Ensuite, ça devient gris, la phase de Jupiter. Ensuite, ça blanc, la phase de la Lune. Bon, c'est quand toutes les impuretés sont sorties de la matière. Et il commence à tomber par la tubulation dans le troisième ballon. Et ensuite, là, on peut enlever l'huile qui surnage, qui est l'huile de Saturne, pour la mettre à la Lune, à l'humidité lunaire, pour avoir ce lac vierge, le lac virginis. Et finalement, avec ce lac vierge, on va faire porter notre matière au rouge, qu'on appellera le sanguis Christi, le sang de Christ, toujours le sang solaire. Oh, pardon. Alors, la phase la plus importante, c'est quand cette matière devient rouge, telle qu'elle était auparavant, avant qu'elle ait été putréfiée et blanchie. On appelle ça le nigro nigrius, le noir plus noir que le noir, la putréfaction. Ensuite ça, tout le travail que ça va faire. Il y a 7 phases. La dernière phase, c'est la projection, soit sur soi, ou bien sur la matière, ou bien dans la matière végétale. En réalité, on pourrait réduire ça à 5 phases, mais pour être plus scandé, on les étudie en détail. La pré-préparation, la préparation et la fabrication qui a 3 phases. Bon. Alors là, différents travaux qui peuvent se faire dans le règne minéral, dans le règne végétal et dans le règne nominal. Et la dernière phase, c'est de subir soi-même l'irradiation de la matière qui est vraiment une matière radiante. Soit en l'imbibant, en la respirant, ou bien en buvant une gouttelette. Je dirais pas une goutte, une gouttelette. Quand je dis une gouttelette, c'est simplement prendre un cure-dent puis la tremper dans notre huile, l'huile de Saturne, la quintessence, et ce qui adhère au bout du cure-dent, de tremper dans un verre de bouillon, un verre de rosé, d'eau de rosé, ou bien dans un verre de vin. Et là, c'est une petite ébullition. Et là, vous buvez ça pareil comme vous boiriez un bromo-seltzer. Hein. Dans le bromo-seltzer, vous mettez ces 2 bromures, n'est-ce pas? Et quand il se fait l'effervescence, là, vous la buvez immédiatement. Et là, vous allez avoir le premier effet que ça dans votre système. Une exudation, une transpiration soudaine, une fièvre qui se produit artificiellement. Elle peut durer jusqu'à 30 à 40 heures. Là, vous allez suer abondamment. Si vous êtes obèse, avec beaucoup d'embonpoint, vous allez suer abondamment. Sinon, vous allez simplement exuder ce que vous avez le surplus de matière toxique dans le système. Et après ça, c'est suivi par une période de refroidissement. C'est ça qu'il faut éviter. Et quand les gens travaillent sur eux-mêmes, alors on leur recommande de rester à chaleur pendant au moins une journée et demie ou 2 jours. Parce qu'après une fièvre artificiellement produite comme ça, il y a toujours un refroidissement. C'est ça qu'il faut éviter. Alors, arrêtez, il y a 7 phases qui sont décrites de cette procédure différente, mais il y en a 5. Alors, la préparation, la pré-préparation et la fabrication qui contient ces 2 phases, plus la projection sur soi ou sur la matière. Tantôt, Alexandre, tu mentionnais que lorsque la matière change d'un ballon à un autre, que le transfert du deuxième au troisième. Justement. D'abord, on travaille sur ceci, n'est-ce pas? C'est l'autre phase que je n'ai pas décrite encore. Ça, c'est la pré-préparation et la préparation et la fabrication. Mais en dernier, il faut faire un ballon unique. Un ballon unique qui doit être plus épais parce qu'il va y avoir beaucoup de chaleur dedans. Jusqu'à 500, 600 degrés. Hein. Tel point que si on mettait ça sur une table comme ça, la table brûlerait. Hein. Alors là, ça prend un ballon qui a 5 16e d'épaisseur. J'en avais un, je pense, il y a quelques temps. Alors, je l'emporterai pour la dernière démonstration. Maintenant, lorsque la matière transfère de ballon comme ça, il faut absolument qu'elle devienne en vapeur ou elle devient en vapeur. Oui, elle change en vapeur. On prend soit un alambic ou bien une tubulation, un ballon qui n'a rien qu'une tubulation, puis un transfert de ballon. Puis là, on a fini avec l'attendant proprement dit. Ça, c'est la dernière phase. Mais là, ça demande un ballon très épais parce qu'il y a une chaleur très intense dedans. Tellement chaleur que le ballon peut devenir rouge, ouais. Naturellement, lorsque on travaille là-dessus, qu'on émet notre énergie sur la matière, haussant le taux vibratoire comme qu'on a établi tantôt, on se trouve automatiquement à changer la forme de l'atome. Oui. Ce qui se passe, réalisé, si on interprète ça en termes de physique nucléaire, c'est que le proton, le noyau proprement dit,
expulse des électrons. Et ces électrons tournent autour du noyau central, et c'est là que la transmutation se fait. Les électrons changent d'orbicité. Et en changeant d'orbicité, ils changent de nature véritablement. Les plombs de l'électron, par exemple, sont très près du noyau, alors s'éloignent, pareil comme les planètes, en appui. En expansion. Exactement. Alors c'est là que la transmutation se fait. Et on peut alterner à plusieurs reprises comme ça pour s'assurer que les électrons sont bien chassés du proton. Parce que la transmutation se fait dans le ciel, on dit dans le ciel du ballon. C'est simplement un point. Alors, en somme, en quelque sorte, on crée une petite bombe atomique dans ce ballon. C'est exactement ça, oui. C'est une bombe atomique. Oui. C'est de la physique nucléaire parce qu'on travaille avec le noyau. En réalité, les catastrophes qui sont faites à Hiroshima, Nagasaki, puis 2 ou 3 autres endroits qui s'en font présentement encore, c'est exactement ça. La physique nucléaire, nous autres, on fait ça in vitro, dans le ballon. On fait des implosions, alors que dans le vide, ça se fait sur toute l'atmosphère ambiante. Les réactions en chaîne. Alors, moi, ce que je voulais en venir, Alexandre, c'est, disons, que tu propages tes expériences de façon à ce que des gens qui vont commencer à faire le grand œuvre, à essayer de faire le grand œuvre, soient prudents. Tantôt, on a mentionné ce qui pouvait arriver lorsque l'individu attire les énergies, ça pouvait être dangereux. Oui, voici, il est survolté, tu comprends? Il est survolté, puis son activité cérébrale est hautement stimulée. Alors, faut éviter ces fièvres. C'est ça. Mais lorsqu'il réussit à canaliser cette énergie et qu'il n'est plus survolté, qu'il n'a plus cette fièvre, comme tu mentionnes, qu'il la transmet dans un ballon comme ceci, avec les différents éléments qu'on a mentionnés tantôt, il faut quand même être très prudent. Oui. Parce que on joue avec l'atome, c'est atomique. Exactement. Et puis, j'aimerais peut-être que tu nous racontes ce qui t'est arrivé lorsque tu as travaillé sur le grand œuvre au bénéfice des gens justement qui vont faire l'essai de façon à ce qu'ils soient très prudents. J'ai eu une explosion et j'étais 43 jours aveugle tellement que j'ai produit de lumière. C'est pareil comme si j'avais été à Noirsa pendant un certain temps et soudainement j'avais l'influence de 10 000 soleils qui vous aveuglent. Alors, j'étais 43 jours aveugle, simplement, j'étais obligé de me faire extraire les yeux, me faire exorbiter les yeux pour enlever ce qui avait été brûlé. Alors, c'est depuis ce temps-là que je suis presque aveugle, 90% aveugle, à cause de cette explosion-là. Alors, faut être prudent dans ce domaine-là. Normalement, on travaille toujours sur les dernières phases avec un masque et des lunettes, même à travers ça. Toi, tu avais des lunettes, là? J'avais des lunettes, exactement. Puis j'avais un masque aussi. Un très bon masque. Mais ça passait à travers tout ça. Ah, oui. Alors, il est très important lorsqu'on a... Et dans ces dernières phases-là, c'est mieux d'être surveillé et ne pas prendre d'hasard comme ça. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé à quelques reprises. Il y en a tellement. Peut-être une vingtaine qui ont été racontées dans les annales que vous pouvez être incinéré. Ça a l'air drôle de dire que les gens ont été brûlés vifs comme ça, réduits en cendres, en manipulant une forme d'énergie qu'ils ne peuvent pas canaliser. Vous entendez parler de ça, n'est-ce pas? Jacques Berger, puis plusieurs autres ont raconté des cas d'incinération spontanée comme ça. Dernièrement, on en a vu quelques exemples aux États-Unis. Alors, on joue avec le feu du soleil, le feu astral. Il est très violent. Et il faut qu'on soit suffisamment aguerri pour le subir, ce feu-là. Ouais. Alors, la prudence est toujours de mise, indispensable. Est-ce que notre ego a un rôle à jouer dans cette prudence-là, Alexandre? Il doit dominer la situation. On manipule une matière à l'état éthérique, l'état solaire, et l'ego doit réaliser que lui-même il est un être solaire. Alors, l'adepte n'est pas esclave de son magistère. Il le manipule, il le maîtrise. L'adepte est véritablement maître de son énergie, mais il faut qu'il le soit véritablement. Se sente maître de la situation, absolument. Oui, justement. Très Alors, important. c'est une préparation. Monsieur mentionnait tout à l'heure une épuration qui s'exige. S'épurer, c'est simplement se purifier, devenir soi-même un être de feu, ardent, assez pour subir l'influence astrale, l'influence du soleil. Alors, le soleil, c'est notre source de vie, puis la vie, c'est un feu, en latence, en résurgence. Alors, on joue avec du feu.
Les philosophes s'appelaient autrefois philosophus parignem, les philosophes par le feu. Puis le mot, comme je disais, le mot sacerdote ou prêtre, l'équivalent de prêtre, c'est celui qui manipule le feu sacral, le feu sacré. Hein. Alors ce feu-là, il est sacré par rien dans l'organisme humain, il est sacré à travers toute la nature, puis il vient directement du soleil. Alors, c'est l'œuvre solaire, on l'appelle parfois aussi l'œuvre solaire. Hein. Et la chrysopée, c'est simplement manipuler cette huile solaire-là à dose restreinte pour forme thérapeutique. Bon. Alors, je pense que vous avez réalisé que cette imposition-là, ce n'est pas rien qu'un simagrée. Il y a une fonction. La fonction, c'est d'éveiller, d'abord de stimuler, d'irriter cette glande, hein, qui est une glande christique, une glande solaire, l'irriter, ensuite de ça, l'alimenter de manière que vous soyez toujours conscient qu'elle est véritablement le centre de votre champ magnétique, de votre aura. Alors ça, c'est le troisième œil dont on a parlé, ce terme-là, depuis une dizaine d'années. Et ce troisième œil-là existait auparavant, avant que l'homme soit solidifié. On parle des anciens monstres, comment on les appelait, les cyclopes, hein, qui avaient un seul œil au centre. Et dans la période atlantéenne et lémurienne, l'homme n'était pas exactement constitué tel qu'il est aujourd'hui. Il y avait cet œil-là qui fonctionnait, alors que les deux autres n'étaient pas encore suffisamment développés. Là, c'est pour ça qu'il vit dans un monde binaire, parce qu'il voit bilatéralement, avec deux yeux. Mais, comme on dit, avec la justesse, on voit plus clair avec un œil qu'avec deux. C'est pas l'un ou l'autre de ceux-là. C'est avec l'œil central, l'œil pinéal. Hein. Autrefois, Alexandre, il y en a qui se faisaient percer un trou, oui, surtout avant l'avènement du Nazaréen. Oui, il y avait la trépanation, la perforation du cerveau. Ça se faisait sur le pituitaire ou bien sur le pinéal. Aujourd'hui, encore un vestige de ça chez certains prêtres qui révèlent une tonsure. Hein. Ils ont le crâne un peu rasé. Vous avez déjà vu ça? Il y en a encore? Oui. Je pense qu'au fond, on en avait beaucoup de ça. Hein? Les tonsures. Je pense que ça existe encore. Oui, les franciscains, ils l'ont encore. Pardon? Les franciscains, ils l'ont encore. Les franciscains, non, hein? Oui. Autrefois, tous les sacerdotes, tous les prêtres l'avaient. C'était afin de s'exposer au soleil, au lever du soleil. Alors, ils faisaient leur adoration au soleil, comme les Égyptiens faisaient, afin que le soleil les frappe ici. Et quand ils subissaient l'influence des rayons solaires ici, cette glande-là était éveillée. Parce que ces deux glandes-là travaillent conjointement. Celle-là est mâle, l'autre est femelle. Alors, la tonsure, c'est un vestige de cette coutume-là que les Égyptiens avaient préconisé. Alors, ces deux centres-là, le centre pinéal et le centre pituitaire, c'est les glandes les plus importantes de notre système. Et ils contrôlent tous les autres. Et surtout, la glande centrale, la glande pinéale, est importante. Et quand on l'a éveillée, on développe une faculté, inévitablement, qui est en accord avec notre tendance. Les uns ont tendance à devenir clairvoyants, voire mieux les yeux fermés que les yeux ouverts. D'autres clairaudients. Ça dépend de quel sens prédomine. Chez les uns, c'est le sens de l'ouïe. Moi, par exemple, qui ai des mauvais yeux, alors j'entends plutôt que je vois. Pour voir, faut que je sois en noirceur. Mais normalement, j'entends. Je n'ai comme déboucher les oreilles. Et j'entends quelqu'un qui pensera verbalement. Si vous pensez vaguement à moi, j'aurai simplement une conscience de votre présence. Mais si vous verbalisez vos pensées, vous dites, Alec, j'ai affaire à parler, écoute-moi bien, mon bonhomme. Hein? Vous parlez intérieurement. Et si je suis dans une position, dans un état réceptif, vous entendrez me dire ça. Ah, tiens, ok, vas-y, ma belle. Alors, ça c'est parce qu'il y a prédominance mon sens auditif, alors que mon sens de vision est pas mal esquinté. Alors, l'éveil de cette glande-là traite non seulement à l'œil, mais aussi à l'audition. Parce que c'est pour ça qu'on recommande de bien vous déboucher les oreilles, afin que tous ces glandes-là, la pinéale et la pituitaire, fonctionnent simultanément. Alors, c'est la première constatation que vous allez faire, ça. Il y a quelque chose qui fonctionne mieux que jamais auparavant. La clairaudience ou la clairvoyance. D'autres sont sensibles à travers tout leur système. Ils sont hypersensitifs. Ils développeront ce qu'on peut appeler de la psychométrie. Alors, tout leur organisme est sensitif. Ils répondent à tout. Leur corps sait. Le corps tout entier. Ils ont des antennes à travers tout le corps. Alors, on en a tous d'ailleurs. Mais ils perçoivent, hein, par leur présence, leur proximité, qu'il y a quelque chose. Ils disent, oh, je sens quelque chose ici, je sens quelque chose. Je sens ça par travers tout mon organisme. Mais normalement, c'est la pinéale et la pituitaire qui se développent à la faveur de cet éveil-là, ces deux glandes-là. Alors, ne négligez pas cette pratique-là de bien vous déboucher des foramines des oreilles et de respirer la langue au palais jusqu'à ce que vous sentiez votre pulsion cardiaque ici.
et que vous soyez conscient de votre champ magnétique, de votre aura. Ah, ça c'est important. Oui, monsieur. OK, on a une question ici, Alexandre. Oui. Moi, j'avais une question. Combien de sel christique et de dissolvant, combien le poids du sel christique, là, est-ce qu'on mélange ça ensemble, les deux ensemble, pour mettre dans le violon de droite? Ah, 14%. 14 centièmes. 14 centièmes. 14 centièmes, c'est le maximum. De sel christique? Oui, Puis de dissolvant ensemble? oui. Les deux ensemble. Hein? Les deux ensemble, 14. oui. Oui. Puis le cinam, combien de grammes? 125 grammes maximum. 125 grammes 125 grammes, maximum. oui. Plus 14, que ça, 14. oui, plus que ça sera dangereux de travailler plus que ça. Ça peut exploser, oui. OK, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, il y a une chose que pas mentionnée dans tous les textes, c'est que l'atmosphère de la pièce où vous travaillez doit toujours être tempérée, hein. Pas trop de chaleur, ni trop de froid, ni trop de contraste d'atmosphère. C'est pour ça d'avoir un laboratoire ou une pièce dans laquelle on travaille qui est toujours à la même température. 70, 75 degrés? Oui, Voilà. environ. Ça, c'est 75? idéal. C'est idéal. Quand ça y est, un bonhomme qui est très savant dans ce domaine-là mentionne 70 degrés. 70, 75. C'est ça, Oui, semblable, oui, là? oui, Comme moi, je suis là un peu, 75, ça va eu. oui. Ouais. Parfait. Oui, qu'il y avait des paramètres dans ça, hein. Oui, oui, Mais oui. en réalité, ça se résume à ceci, à être judicieux dans toutes les manipulations. Même un laboratoire de chimie, il faut respecter ces conditions-là aussi, hein. Oui, 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 oui. Chimie physique, exactement. Alors, dans des conditions favorables, vous évitez tous les anicroches et vous avez 99% de chance de réussir. Mais ce 1% qui n'est pas compris, ça c'est ce qu'on appelle avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de On va Dieu. dire comme vous disiez, croire, c'est croître. Croître, oui, justement, oui. C'est ça. Est-ce qu'au mois de septembre, là, pour la rosée, là, Oui. est-ce que, à quel jour, est-ce que la pleine lune, la même chose? Oui, je pense que ça tombe le 18. 18 éphémérides. J'ai pas vu, j'ai fait mes J'ai pas raisons. vu, Est-ce je l'ai à la maison. Au Québec, est-ce que ça fait pareil, ça, ici? Oui, je pense que oui. Quelque part dans la banlieue de Brosseau, il y a un endroit qui s'appelle Brosseau. Brosseau. À Brosseau, c'est pas loin d'ici, ça? Brossard? Brossard, À plutôt. Brossard, oui. Est-ce dans le bout de Trois-Rivières, ces places-là, est-ce qu'il y aura une place? Comme à Madeleine, Grand-Mère, Shawinigan, La Tuque, dans ce bout-là, la Mauricie, là, je parle, là, au cœur de la Mauricie. Pas sûr. Le meilleur endroit, c'est vis-à-vis le lac Georges. Ah oui. Et là, l'année Là-dessus. prochaine, ça va être une Étiez-vous avec nous au lac Georges? Oui, 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 Le oui. Ben, vous avez vu que la température était idéale, c'est-à-dire l'ambiance est idéale aussi. Oui, c'était plus chaud là Oui. aussi. Si on n'avait pas eu cette précipitation qui a précédé Ah, c'est bon. la rosée, ça aurait été idéal. Mais Est-ce seulement- une coïncidence aujourd'hui qu'on est ici le 4 et 5 mai, pour vous, là, physiologiquement, est-ce que c'est une coïncidence qu'on est ici ensemble? Il n'y a pas de Ça fait votre coïncidence, tour. il n'y a pas de coïncidence, il n'y a Hein? pas Des fois, d'hasard. faut cacher Non, des tout petits est secrets, prévu, là. puis tout est voulu. Pour Tout est voulu. Pour une cacher des petits secrets, là, Bon, voici. D'abord, nous formons un tout, hein, n'est-ce pas? Nous sommes liés par la discipline de l'adepta. L'adepta, c'est-à-dire on travaille, c'est tous pour un, puis un pour tous. Hein. Moi, je suis tout entier à votre disposition, et vous êtes tous ex aequo pour moi. Est-ce à Alors, cause de la mon pleine désir, lune c'est que vous d'hier? réussissiez tous. Est-ce à cause de la pleine lune d'hier? Il y a eu une pleine lune d'hier, là. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, ce soir, qui se passe, là? Ben, vous avez vu ce bel halo qu'il y avait autour de la Lune hier Oui, soir, oui, n'est-ce oui, pas? oui. C'est agréable. Ça voulait l'avoir encore ce soir. Oui. Oui. Est-ce à cause de ça qu'on est ici, là, pour Non, non, la c'est grande à œuvre? cause de notre désir de réussir. Il n'y a pas de secret comme ça. Je pensais qu'ils avaient un secret en vous, caché, là, pour nous donner ça, là. Ben, disons que peu, je là, souhaitais là. vous voir, hein, et Ouais, vous ouais. souhaitez me voir, alors on s'aime bien. On s'aime en terre réciproquement. Moi, je Hein? vous aime bien gros. Good, ça fait donc plaisir, ça. Merci. Alors, semer, c'est sémenter. Sémenter, c'est s'irradier l'un envers l'autre réciproquement. Bon. Alors, dans toute discipline adeptale comme ça, il faut que ça soit un pour tous et tous pour un. Ouais. On se rejoint tous à quelque part, de Oui. toute façon. Oui. Bon. Et mon désir, enfin, mon intention totale, c'est que vous réussissiez tous, vous y croyez. Ça, il n'y a pas d'erreur. Vous êtes tous convaincus maintenant que c'est pas de la foutaise. Hein. Je m'exprime mal, à bâton rompu, je suis pas éloquent, et je bafouille parfois. Mais tout de même, ce que je vous dis, c'est sincère. Puis c'est le résultat, ben, je dirais, 2 fois 13 ans d'application à ce travail-là. Hein? Ouais. 26 ans de travail. Alors, c'est le résultat de toute ma vie de recherche et d'aspiration. Hein? Alors, c'est ce que j'ai trouvé le plus précieux dans ma vie. Puis j'ai eu des incidences dans ma vie. Mais celle-là, elle dépasse tout. On dit que la réussite, c'est le destin de tout le monde, mais seulement, faut y croire,
faut s'y vouer tout entier, en réalisant que c'est la chose la plus importante de réaliser ce que l'on est, ce que l'on doit devenir. Hein. Alors, je suis sûr que vous allez tous réussir si vous appliquez 100%. Et quant à moi, tout ce que je peux vous donner, en plus de l'enseignement, c'est ma bénédiction paternelle et sempiternelle. Ouais. On a une autre question ici, Alexandre? Oui. Oui, c'est concernant les exercices pour éveiller la glande pituitaire. Quand vous parlez de respirer la langue au palais, Oui. qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Littéralement, ce que la phrase implique, vous redressez votre langue de manière à ce qu'elle touche au palais. Hein, comme ceci. Là, vous fermez la bouche. Et comme vous avez déjà débouché les oreilles, vous respirez du prana, de l'énergie pranique, de l'ozone, autrement dit. Pareil comme quand vous avez bien broyé, vous sentez un petit air dans la tête, n'est-ce pas? Hein? Alors, c'est cette énergie-là qui monte par le biais du canal central épinodorsal. Alors, ce gestuel-là, manipulation de la langue pour ouvrir les foramines, les oreilles et de la gorge, c'est pour respirer de l'ozone, de l'énergie pranique. Hein? Et l'arbustion des lobes oculaires pour regarder entre vos deux yeux, c'est pour stimuler, éveiller cette glande-là. Est-ce que vous voulez dire que la langue doit être appliquée contre le palais? Exactement. Okay. Exactement. Oui, contre le palais. Est-ce qu'il faut pousser, Alexandre? Pas nécessairement. Dès qu'il y a un contact, des appuis, l'épiglotte, qui est à l'extrémité de la gorge, là, près de l'hélios de l'os, se trouve être ouvert. OK, on a une autre question ici, Alexandre. Certains auteurs semblent affirmer que ça prendrait une configuration astrale ou un balancement de la quaternité des éléments pour faire le grand œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Au point de vue de conditions astrales favorables, c'est entendu que c'est à la résurrection du soleil, au passage, quoi, à Pâques, hein, moi je dis. Alors ça, c'est important. C'est la première exigence à considérer. Que quand la Lune passe devant le Soleil au mois d'avril, en période de Pâques, et quand Vénus est en exaltation dans son signe, dans Taurus, qui est la période de Pâques aussi, là, ça c'est important. Quant aux autres, ça peut se négliger. Il y en a qui ont réussi en toutes les latitudes et à tous les mois de l'année. D'abord que vous respectez cette condition-là, qu'il faut que la Lune soit en exaltation, que Vénus soit en exaltation quand la Lune passe devant le Soleil. Ce qui arrive astrologiquement ou astronomiquement, c'est qu'il y a une occultation qui se fait pendant à peu près 8 minutes. Et après ça, le soleil jaillit avec plus de vigueur sur la Terre. Et là, c'est ça qui est important. C'est ça qui fait jaillir la sève dans les arbres, dans toute la végétation. Et, vous m'en pardonnez? Au mois de septembre? Au mois d'avril, c'est au maximum. C'est là que les photons lumineux sont au maximum? Exactement, oui. Ah oui. On peut même les voir dans certaines conditions. Si vous regardez dans l'espace vide, on voit ces myriades de petits photons, hein, des entités de lumière. Hein, sont au maximum. Oui. Ça peut se photographier, ça. Ouais. Alors. D'ailleurs, on peut les voir facilement l'été lorsque c'est très, très chaud et humide. Oui. Oh, avec des verres fumés, on les voit beaucoup plus facilement. Ce sont des entités de lumière. Pas nécessairement de visibilité, mais de lumière. Puis de la lumière, c'est de l'énergie solaire. Alors, ça, c'est la première exigence astrosophique ou astronomique, si vous voulez, qu'on doit respecter. S'assurer que on prend la nature céleste, au moment où elle jaillit sur la Terre, hein, qui est au moment du passage, proprement dit. Ça a toujours été respecté, puis on n'a jamais pu dévier de cette circonstance-là. Il n'y a pas de configuration? Oui, il y a la position 180 jours après. Oui, justement au mois de septembre. Ouais, 180 jours après le jour de Pâques. Ouais. Alors, il y a une opposition puis une conjonction. Mais la conjonction est supérieure. L'opposition, ce sera au mois de septembre, à la lune de septembre. Ouais. Est-ce que ça serait une des raisons pour laquelle le Nazaréen a choisi ce temps particulier, Alexandre, pour faire ce qu'il avait à faire? Les Esséniens respectaient ces données astronomiques-là. Lui-même, il a respecté leur technique. Hein. Ouais. Dans les éphémérides de Al-Bemrou, il est question des temps d'avril et de septembre. Mais les notes, les remarques sont pas suffisamment précises. Mais on mentionne ces 2 mois-là. À Pâques et 180 jours après Pâques,
la conjonction ou l'opposition. Mais il y a moins de vigueur en septembre qu'il y en aura en avril ou à la fin de mars. Parce que se basant sur ce que tu dis, atomiquement parlant, pour se créer un corps de lumière, ça serait le temps idéal pour le faire. Oui. Oh oui, oui, c'est ça. Pâques, c'est la résurrection du Christ ou du soleil, si vous voulez. Hein? Ouais. La résurgence de toute vie. Ouais. Ouais. Alors, ces conditions astronomiques-là sont importantes, mais il y en a qui travaillent à notre insu et tout contribue à favoriser le grand œuvre si on a respecté la première condition, c'est-à-dire puiser l'énergie au moment où le veillé a plus de vigueur que n'importe quel autre temps d'année. Ouais. On t'entend souvent dire ça, Alexandre. Il y a des choses qui se passent à notre insu, ça travaille à notre insu. On dit c'est Est-ce que avec tu la grâce de Dieu. Matérialiser cette subtilité un peu? Voici, par exemple, si vous avez l'intention de réussir à un projet quelconque, que ce soit dans le domaine de la métaphysique, de la psychologie, de l'autodiscipline, mais que vous n'êtes pas sûr de la procédure, mais vous y vouez tout entier. Vous dites simplement, avec la grâce de Dieu, je réussirai. Et Dieu s'en mêle. Hein? C'est-à-dire les forces supérieures s'en mêlent dès qu'on exprime le désir de réussir ou de progresser en soi. C'est ça que je veux dire par là, à notre insu. Ouais. Alors, on ne le sait pas, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Ouais. En autant qu'on ne sait pas de le faire nous-mêmes. Exactement. Parce que la personnalité a un grand rôle à jouer, certainement. Mais derrière la personnalité, il y a l'impersonnel, qui agit, comme je dis, à notre insu, malgré nous, même malgré nous. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours, tu vas réussir avec la grâce de Dieu. C'est ça que l'on veut dire. Deo confidente. Et ils emploient tous cet axiome-là, avec la grâce de Dieu. On dit que le laboratoire, c'est avant tout un oratoire. Et on doit y pénétrer avec révérence. Hein? Et confiance. Et confiance, oui. On a une autre question ici, Oui, Alexandre? Je reviens là, à l'exercice. On peut la faire combien de fois par jour, puis combien de temps chaque fois? Je suggérerais de le faire pendant à peu près 3 ou 4 minutes le soir avant de vous endormir, quand vous êtes bien détendu. Hein, vous répondez plus facilement. Mais dans le jour, tous les heures, quand vous avez l'occasion de vous isoler pour quelques minutes, là, vous allez voir un effet bienfaisant. C'est respirer bilatéralement, équilibrer votre énergie. Parce que les deux narines correspondent à des cellules mâles ou femelles. Hein? Alors, pour maintenir l'équilibre, vous respirez par les deux narines. Alors que normalement, pendant 1 heure, vous respirez par la droite ou par la gauche. Hein? Vous alternez comme ça. Et pendant 2-3 minutes, c'est les deux qui fonctionnent. Alors, 1 fois par heure, par exemple, vous vous isolez un peu. Chargez vos batteries, ni plus ni moins. Mais le soir, surtout, juste avant de vous endormir, quand vous êtes bien détendu, là, le faire pendant 2 ou 3 minutes, là, vous allez endormir dans la béatitude. Parce que vous êtes conscient, véritablement conscient de votre champ magnétique, de votre aura. Ça, c'est important. Vous êtes conscient que ces 2 glandes-là, sont les 2 glandes basiques, tout système endocrinien, sont vraiment éveillées. Vous endormez en paix, puis une détente totale. Tantôt, Alexandre, tu mentionnais que c'était préférable d'avoir une certaine température dans une pièce. Si on abordait un autre côté, si on prend par exemple Nicolas Flamel qui a fait le grand œuvre avec Pernelle, oui, ainsi que d'autres alchimistes qui avaient une compagne pour travailler pendant ce 9 mois sur les ballons. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est... À quel point est-ce que c'est important que quelqu'un ait un compagnon ou une compagne pour accomplir le grand œuvre? Voyez-vous, genre, toutes les forces, quel que soit leur niveau de manifestation, sont bipolaires. Il y a toujours positif, négatif, actif et passif. Alors, l'homme sans la femme est amputé de ce qui est le plus précieux dans son être, et semblablement, la femme sans l'énergie de l'homme est amputée elle-même. Alors, 2 amputés peuvent faire donner une bonne poignée de main. Alors, l'énergie féminine est importante pour stabiliser celle de l'homme, qui a tendance à se disperser dans toutes les directions. Et semblablement, quand vous avez ces 2 forces en conjonction, vous êtes en affinité polaire, là vous avez plus de chance de réussir. Alors, les alchimistes, même dans la voie sèche, ont toujours eu la présence de leur compagne. On donne le cas de Flamel et de Ciliani, précieux.
Et même les moines avaient toujours accès à un monastère quelconque. Hein, oui, il n'y a pas d'erreur. Oh, j'en doute pas. Ah oui. Alors, c'est non seulement J'en doute important, c'est non C'est seulement indispensable, important, mais c'est très important. Indispensable. L'énergie est bipolaire, il faut qu'elle soit réciproquée. Parce que j'aurais beau y mettre de l'énergie, ça tombe dans le vide. Il faut comme ça réciproquer et retourner. Ouais. Et lorsque le travail se fait sur le ballon, est-ce que, parce que ça c'est pas tout à fait, comment je pourrais dire, clair, c'est sous-entendu que ça va beaucoup mieux avec une compagne. Mais à ce moment-là, les deux émettent de l'énergie sur la ténor. Mais si il n'y a pas possibilité d'avoir compagnon ou compagne, est-ce que ça peut s'accomplir pareil? Oui, ça se fait. Ça se fait. Par exemple, la voie royale. Hein, c'est la voie de... Oui. Il y a la voie régionale, aussi la voie du roi, la voie de la reine. Vous avez peut-être tous vu ce volume qu'on appelle le Mutus Liber, le livre muet. À la fin, la dernière illustration représente les deux participants qui sont à genoux devant la ténor. Et tous les deux ont leurs mains dirigées devant la ténor. Vous avez peut-être vu ce livre-là? Le Mutus Liber, vous l'avez? Ah bon, justement. Alors la dernière illustration font voir les deux protagonistes à genoux devant leur ténor. Et ils ont leurs mains dirigées vers la ténor. Bon. Et ces deux énergies-là font que la matière dans le ballon monte. Il y a une effervescence. Oui, très bien. Oui, je crois que c'est celle-là. On pourrait peut-être la faire. Oui, justement. Bon. Alors, ce livre-là est muet, mais il est très éloquent quand même. Alors, nos deux sont à genoux devant leur ténor. Bon. Alors, c'est ça, l'énergie qu'ils émettent. Puis l'énergie qu'ils émettent, c'est leur énergie vitale. Il n'y a pas d'erreur, hein. C'est pas rien qu'une belle prière qu'ils font. C'est leur énergie vitale. Bon. Puis en l'émettant, ben, le phénomène se passe dans le ballon. Ouais. Alors, cette énergie vitale, ben, c'est la base de tout travail d'auto-discipline. Alors, ce sont deux canaux, deux réceptacles, oui. Un à tendance positive, l'autre à tendance négative, qui accélère. Oui, c'est la dernière illustration, je pense, hein, je crois. Oui, bon, justement. Alors, ça représente l'énergie que les deux doivent émettre. Il faut qu'ils soient en affinité, tous les deux sur la même longueur d'onde, autrement dit, qu'ils s'aiment bien, qu'ils soient bien amorisés. Oui. Faut pas qu'ils chicanent tous les soirs pour pouvoir faire le grand œuvre. Non, oui, mais il faut qu'ils se réconcilient. S'il faut se chicaner avant d'avoir une réconciliation, c'est simplement ce matin. On a une question ici, Alexandre? Oui, monsieur. Ça veut dire que le célibat volontaire est une chose dangereuse si ça se résume à de la spiritualité abstraite. Oui, la spiritualité, il n'y a rien d'abstrait dans la spiritualité. C'est très concret. C'est très concret. La spiritualité et la matérialité, c'est deux pôles d'une même unité, d'une même force. Le célibat, qui est une ascèse et une assise, parce qu'il y a toujours des anicroches. Toujours. Je dirais pas les alchimistes, mais les cénobites qui sont voués à un célibat et ont toujours séché sur pied. Toujours séché sur pied. Ah oui. On a, par exemple, l'histoire, la narration des tentations de Saint-Antoine dans le désert. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est écrit par Flaubert. Hein? Tu pourrais peut-être nous en parler un peu? Ah ben oui, il s'isole dans le désert pour éviter la tentation. Mais seulement, les démons du plan astral s'emparent de lui. Finalement, il est obligé de retourner à la place publique pour faire face. Oui. Alors, non, le célibat, c'est antinaturel. Ce n'est pas naturel. Le Dieu a créé l'homme à son image, il a créé la femme à sa ressemblance, pour que les deux se rassemblent, pour se ressembler. Ah. Alors, l'homme est bipolaire, la femme aussi, sont androgynes, et tant qu'ils ne sont pas homogénéisés, qu'ils ne sont pas unis, qu'ils ne sont pas unifiés, intégrés l'un à l'autre, ils sont incomplets. Et le but de la vie, c'est de se compléter, d'atteindre la nature que l'on détenait avant d'être incorporé dans la matière qui est binaire. Alors, le célibat, c'est antinaturel. Il n'y a pas d'erreur. Tous les cas que l'on a observés, ceux qu'on n'a pas observés parce qu'on les avait isolés, ça a été néfaste. Il n'y a pas d'erreur. Ici, Alexandre, la même personne avait une autre partie à sa question, je pense. Oui. Croyez-vous que les noces de Cana rapportées dans l'Évangile soient le témoignage du mariage du Christ avec la Sainte Vierge?
Ou avec Madeleine? Ou avec Madeleine? Ou avec Madeleine, Marie-Madeleine. Ouais. Voici, les noces de Cana, c'est simplement, si on l'interprète allégoriquement, c'est simplement la conversion de changement de l'eau en vin. Hein? De l'eau en vin. Hein? C'est exactement ce qu'il a fait. Mais l'eau, c'est l'émotivité, et le vin, c'est la spiritualité.